Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle session de la Sexogine pour ce nouveau webinaire après la fertilité. La thématique de ce soir sera la restauration génitale, comment réparer l'irréparable. Et pour démarrer cette session, nous avons la chance d'avoir l'intervention de Magali Dubois, qui est dermatologue à Sanary-sur-Mer dans le Var, spécialisée dans la prise en charge des pathologies des muqueuses et des douleurs génitales féminines. Elle a une pratique qui est quand même assez élargie puisqu'elle est titulaire également d'ADU de sexologie. Et elle va aborder ce soir pour vous le lichen vulvaire et les techniques de restauration génitale. Docteur Dubois, à vous. Je vais vous parler effectivement du lichen vulvaire et des techniques de restauration génitale. Donc la première chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, et ça va paraître peut-être un petit peu contradictoire avec le titre de ce webinaire, c'est que pour moi les nouvelles techniques de restauration génitale ne sont pas un traitement du lichen. C'est peut-être le take-home message par lequel je commence, mais très clairement ce ne sont pas le traitement et pourtant vous allez voir qu'elles peuvent être d'une aide considérable pour les différents types de lichen et notamment le lichen scléreux. Il faut bien comprendre qu'il y a différents types de lichen. Quand on parle de lichen, il y a le lichen scléreux qui est celui que vous connaissez sans doute le mieux, qu'on peut voir sur cette première image avec un aspect d'atrophie, de tissu fibreux, de perte d'élasticité, de perte du relief des petites lèvres qui s'accolent aux grandes lèvres. Volontiers des accolements qui peuvent créer des brides au niveau, par exemple, du vestibule postérieur et cette sténose de l'introïde qui peut être plus ou moins sévère à l'origine de dyspareunie. On peut avoir aussi des lichens plus érosifs comme vous voyez sur l'autre image. Ce sont généralement des équivalents de lichen plan. En fait, on peut avoir un lichen plan cutané, on peut avoir un lichen plan avec une atteinte uniquement de la muqueuse génitale ou uniquement buccale, voire des 3 ou de 2 localisations parmi ces 3-là. Le lichen plan qui prend une forme parfois érosive au niveau génital va donner de toute façon des séquelles qui peuvent être tout à fait les mêmes du même type que les séquelles du lichen scléreux, à type d'atrophie également, de brides, d'accollement, de rétrécissement et donc peuvent avoir des traitements tout à fait similaires. Celui dont on ne parlera pas, c'est le lichen simplex, mais c'est un terme finalement qu'on n'utilise même pas. Hein. Généralement, celui de lichen simplex chronique, c'est en fait un équivalent d'eczéma et on est sur la surface pileuse externe de la vulve. Il faut bien comprendre que le lichen scléreux ou le lichen plan érosif d'atteinte muqueuse au niveau génital atteint vraiment la muqueuse vulvaire. Quand on a une pathologie au niveau cutané externe, on pensera à de l'eczéma, à du psoriasis et à contrario, quand on a une atteinte interne au niveau du vulvaire, c'est pas de l'eczéma, c'est pas du psoriasis qui va s'arrêter au niveau de la surface cutanée, là où il y a des poils. Donc le lichen scléreux, c'est une pathologie inflammatoire, probablement auto-immune, même s'il n'y a pas d'auto-anticorps à aller rechercher, ni de bilan sanguin particulier à faire. La plupart du temps, c'est plutôt chez la jeune fille ou après la ménopause, même si tous les intermédiaires sont possibles. Le plus fréquent, ce sont ces deux formes-là, et notamment celle post-ménopausique. C'est rarement associé à des localisations extragénitales, contrairement au lichen plan. Et il y a un risque faible d'évolution vers un carcinome épidermoïde. Il faut quand même rassurer les patientes qui sont souvent très inquiètes sur cette question-là. Quand on est bien suivi, bien traité, le risque est faible. Alors, le diagnostic, pour moi, il est extrêmement important. Avant de parler des techniques de restauration génitale, il faut savoir détecter un lichen scléreux parce que vous allez peut-être avoir plus de mal à correctement avoir de bons résultats en fait avec vos techniques de restauration génitale si vous n'avez pas auparavant détecté ce lichen scléreux qui parfois est très parlant comme vous le voyez sur ces images ici avec vraiment cet aspect nacré, cette atrophie, cette diminution du relief voire disparition du relief des petites lèvres. On a souvent sur ces formes-là un prurite qui est reconnu par la patiente, mais vous avez parfois des formes beaucoup plus discrètes et c'est à ce stade-là qu'il va falloir faire vraiment l'effort de le rechercher. La première chose à faire quand on examine une vulve, c'est d'écarter doucement, comme sur cette très bonne photo du docteur Friné Coutanfoulque, ma collègue dermato à Nantes, que j'aime beaucoup parce que vraiment cette photo est très parlante. Quand on écarte doucement entre la petite lèvre et la grande lèvre, on voit ce petit accollement ici, juste cette petite ligne qui des fois peut légèrement se fissurer à faire apparaître un petit point de sang. Mais là, vous voyez non seulement ce petit accollement, cette ligne qui n'a pas vocation à être là juste sur une atrophie post-ménopausique, et puis cet aspect justement scléreux un peu empâté, moins élastique, moins souple des petites lèvres,
lèvres, qu'on voit bien aussi dans la photo du milieu, où là aussi c'est un lichen scléreux à peine débutant, cet aspect un peu empâté avec une perte d'élasticité des petites lèvres. Et cet aspect nacré qui parfois est juste limité au niveau du vestibule postérieur, très discret comme sur la dernière image la plus à gauche. En tout cas, sachez le détecter aussi à ce stade-là. Et le problème, c'est que ces patientes, des fois, ne vous disent pas que ça gratte. Elles ne se grattent pas. Elles vont ressentir des fois des brûlures, des dyspareunies, une sensation de sécheresse et pas forcément des démangeaisons. Donc, ça ne doit pas être un critère unique, les démangeaisons. Le traitement classique, c'est celui qu'il faut savoir proposer avant les techniques de restauration génitale. C'est avant tout les dermocorticoïdes de classe forte ou très forte, généralement plutôt très forte, comme le Dermoval crème. C'est vrai que je propose le Dermoval et exceptionnellement pas le générique, alors que je suis pour les génériques, parce que le Clarlux, qui est son générique principal, a des excipients un petit peu différents qui peuvent être un peu plus irritants. Donc, c'est une application une fois par jour pendant un mois, un jour sur deux pendant un mois, 2 fois par semaine pendant un mois, et puis on réévalue. Soit ça va super bien et on passe à la demande, c'est-à-dire qu'on arrête complètement. Et si la patiente ressent à nouveau des brûlures, des picotements, des douleurs, elle va reprendre à une fois par jour le temps de la crise, qui peut être une petite crise, ça va être 4-5 jours, une plus grosse crise 10-15 jours, puis repasser à 2 fois par semaine pendant un mois, puis réarrêter. Si elle est obligée de reprendre très fréquemment, on peut rester à 2 fois par semaine pendant parfois des années. C'est très rare que j'ai besoin de mettre du tacrolimus local. Déjà, c'est hors AMM. Mais généralement, si vous avez un échec de votre traitement bien conduit par Dermoval, il faut plutôt se poser la question de pourquoi vous avez un échec. Est-ce qu'il n'y a pas un effet indésirable de type candidose secondaire? Est-ce qu'il n'y a pas une vulvodynie associée, qui est quand même quelque chose d'assez fréquent? Donc, il faut toujours se poser la question de l'échec des dermocorticoïdes, au moins sur la composante inflammatoire. Donc, les corticoïdes locaux vont être sur la composante inflammatoire et je vous incite à montrer aux patients comment l'utiliser. Moi, j'ai toujours un tube de Dermoval dans mon cabinet. Je leur montre que c'est un petit poids et que ce petit poids, il faut le mettre sur les zones douloureuses, principalement le vestibule postérieur, mais l'ensemble du vestibule. Et au niveau des petites lèvres, plus particulièrement, si c'est nécessaire, entre les petites lèvres et les grandes lèvres, sur cette zone d'accollement et de fissure qui peut remonter assez haut près du clitoris. Les traitements classiques des adhérences, des synéchies, des sténoses, des choses vraiment séquelaires et installées peuvent faire appel aussi à la chirurgie. Mais ces traitements classiques peuvent être contraignants. Il peut y avoir des effets indésirables qui sont rares mais qu'il faut garder en tête. Candidose, dermite cortisonnée. Alors la dermite cortisonnée, c'est quand même assez rare quand le traitement est bien conduit et qu'on arrive rapidement à passer à 2 fois par semaine avec juste un petit poids mis aux bons endroits. Moi, je vois des dermites cortisonnées plus au niveau du pubis, des grandes lèvres, de la surface pileuse. J'ai des patientes qui en mettent en fait là où il ne faut pas, c'est-à-dire sur la partie cutanée. Il faut bien leur expliquer que c'est au niveau vulvaire et leur montrer. Les candidoses, j'ai l'exemple de cette patiente, par exemple, qui se tartinait de Dermoval et comme ça grattait toujours, en mettait de plus en plus depuis des mois et des années. Vous voyez non seulement l'atteinte candidosique vulvaire, mais aussi au niveau de plis de laine. Des fois, c'est pas aussi parlant, mais posez-vous la question, principalement chez des patients obèses ou diabétiques, mais parfois simplement si ce sont des patientes qui mettent depuis très longtemps du Dermoval, que d'habitude ça marchait et que ça marche plus. Est-ce qu'il ne faut pas mettre un petit peu de fluconazole perros pendant quelques temps? C'est quelque chose de plus fréquent que ce qu'on croit. En tout cas, les corticoïdes locaux restent le traitement pour les périodes inflammatoires. Mais le problème, ça va être les séquelles, les synéchies, la sclérose séquelaire. On a parlé des fois d'intervention chirurgicale, mais les techniques de restauration génitale peuvent parfois justement permettre d'améliorer un certain nombre de ces séquelles fibreuses, scléreuses, ou de synéchie sans passer au niveau de la chirurgie. Donc, parmi ces techniques, celle dont on va parler plus particulièrement, c'est le laser fractionné et les injections d'acide hyaluronique. Alors, le laser fractionné, c'est un laser qu'on connaît bien sur le plan cutané qui va avoir des effets intéressants non seulement sur le photovieillissement, mais aussi sur les cicatrices. On a vraiment un bon nombre de publications en termes de cicatrices. On sait qu'on améliore l'élasticité des tissus, qu'on diminue les brides sur des cicatrices d'acné, mais aussi sur des cicatrices de brûlure. Donc, on a vraiment un effet sur justement un tissu scléreux, cicatriciel qui manque de souplesse, un peu comme dans un problème de lichen. Et on a un effet de remodelage qui prend du temps, donc il faut être patient après le laser. Par l'activation des fibroblastes, la meilleure différenciation kératinocytaire et la néocollagénèse.
On a un nombre croissant de publications de bonne qualité sur l'intérêt du laser fractionné dans le traitement du syndrome génito-urinaire de la ménopause, que ce soit sur la longueur d'onde du CO2 fractionné ou de l'herbium YAG, avec des améliorations principalement en termes de dyspareunie, sécheresse, brûlure des mangeaisons, mais je reviens un petit peu sur le fait que des mangeaisons, normalement, on est bien d'accord que ce n'est pas un signe d'atrophie sévère ou d'atrophie tout court ou de syndrome génito-urinaire. S'il y a des démangeaisons, posez-vous une question. Normalement, une sécheresse, même sévère, ne démange pas. Si ça démange, typiquement, c'est un lichen ou une éventuelle candidose récurrente à bas bruit chez la femme plus jeune. Les signes urinaires du GSM notamment, peut-être d'autres signes urinaires, mais je suis persuadée que c'est surtout quand même les bonnes indications, les signes urinaires du GSM qui peuvent être améliorés. On a des publications aussi avec des améliorations en termes de flore, de qualité de vie sexuelle, de qualité de vie générale aussi et de satisfaction globale, et sur des marqueurs aussi plus objectifs comme le VHIS, le VMV ou l'introduction de dilatateurs. Donc, je vous ai mis quelques exemples de publications en CO2 ou en herbium YAG, mais il y en a de plus en plus. On a quelques publications aussi sur l'intérêt du laser fractionné dans le traitement du lichen scléreux, dans la prise en charge, on va dire, du lichen scléreux. Ce sont des publications pour l'instant avec des faibles effectifs, surtout des études de cas, notamment les 3 premières. On a une étude un petit peu plus récente de 2019 sur 28 patientes avec vraiment des résultats encourageants, bien entendu, et c'est critiquable parce qu'on est ni versus placebo, ni versus traitement de référence, donc on a du mal à se positionner chez ces patientes. Elles sont dans une période où ça va un petit peu mieux aussi en termes de poussée de lichen. Est-ce qu'elles ont utilisé des dermocorticoïdes à côté? Mais les résultats sont quand même tout à fait encourageants, comme vous pouvez le voir, en termes d'élasticité et de qualité du tissu. D'un autre côté, on a donc l'acide hyaluronique, qui est une glycosaminoglycane, qui a un fort pouvoir hydratant. On sait que c'est vraiment une molécule qui fait une éponge, qui appelle de l'eau autour d'elle. Selon l'acide hyaluronique, on va avoir un effet plus volumateur ou un effet plus hydratant en termes de filler. On utilise l'acide hyaluronique non seulement au niveau cutané depuis des années, mais aussi en intra-articulaire. Donc, on sait qu'on a vraiment cet effet intéressant. Et on a maintenant, depuis quelques années, un acide hyaluronique spécifiquement conçu pour la sphère génitale, avec en plus du mannitol qui peut avoir aussi un effet d'appel d'eau et un effet antioxydant. Donc, c'est du laboratoire Vivacil Desirial en termes de filler pour les troubles trophiques et Desirial plus pour le volume des grandes lèvres. L'acide hyaluronique, on sait au niveau cutané qu'il a aussi un effet bénéfique sur l'activation des fibroblastes, la production de collagène et plusieurs effets aussi de remodelage qui peuvent être bénéfiques donc, dans le lichen. Alors souvent on me demande dans quel cas est-ce que j'utilise l'un par rapport à l'autre. Je vais utiliser le laser fractionné plutôt quand je veux une prise en charge globale et l'acide hyaluronique plutôt dans les douleurs localisées. Si la patiente me dit qu'elle souffre de sécheresse globale avec une sensation un petit peu de papier vert lors des va-et-vient, lors des rapports, je vais utiliser plutôt le laser fractionné. Et si la patiente me dit qu'il y a vraiment une dyspareunie d'intromission, des problèmes de fissures, vraiment dans un endroit précis, je vais commencer par l'acide hyaluronique. Mais parfois, je vais me trouver ensuite en situation de faire l'autre technique en complément. Par exemple, sécheresse globale, je commence par le laser. La patiente me dit ça va beaucoup mieux, mais à tel endroit, j'ai encore un petit peu mal. Je vais rajouter après la 3e séance un petit peu d'acide hyaluronique. Ou alors, douleur localisée, je commence par l'injection d'acide hyaluronique. La patiente me dit « Ah ben maintenant, on arrive à avoir des rapports, ce qui n'était pas tout à fait possible avant. » Et je me rends compte qu'à l'intérieur, c'est un petit peu sec. Laser fractionné à ce moment-là, en complément. Donc, prenons l'exemple, par exemple, donc de Madame X, qui est ménopausée depuis plus de 15 ans, qui n'a pas eu de traitement hormonal substitutif, qui a des dyspareunies avec une sensation vraiment de sécheresse, d'aggravation progressive, parfois des petites fissures au niveau du vestibule postérieur et de temps en temps du prurite, surtout des sensations de brûlure. Et finalement, les œstrogènes, elle les a mis pas longtemps parce que ça l'a brûlé fort quand elle les mettait, elle les a arrêtés. Donc, on a un diagnostic du lichen scléreux, un petit peu comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas encore la disparition totale des petites lèvres, l'accollement est discret, l'aspect nacré est discret, mais on voit qu'il y a quand même cette relative sténose de l'introïte
et cet aspect de manque d'élasticité. Ce que je dis souvent, c'est que si vous avez un doute chez une patiente ménopausée et que vous vous dites « Oh, c'est vraiment une atrophie, une sécheresse très sévère et il n'y a pas de prurite », je vous dis encore une fois, dans lichen scléreux, il n'y a pas forcément de prurite, faites un test à la limite avec du Dermoval tous les soirs pendant un mois et vous réévaluez au bout d'un mois ou deux, voir si ça l'a amélioré. Si ça l'a amélioré, ça peut faire aussi un test thérapeutique. En tout cas, je vous incite à faire plus des tests thérapeutiques que des biopsies qui peuvent induire une zone fibreuse cicatricielle supplémentaire. Donc, chez cette patiente, on a mis une corticothérapie locale et finalement, même au bout de 2-3 mois de traitement, elle a une persistance de dyspareunie avec une sécheresse globale pour laquelle j'ai fait du laser fractionné, 3 séances à 1 ou 2 mois d'intervalle. Et je lui ai parlé ensuite d'un entretien 1 fois par an. On pourra retester les œstrogènes locaux au bout d'un mois de traitement par corticothérapie locale et a fortiori après le laser parce qu'ils peuvent des fois être mieux tolérés une fois que la muqueuse est un petit peu moins à vif. Le laser CO2 que je vais faire, je vais traiter en interne, évidemment, et en externe. Je vais traiter plus en externe du fait du lichen, c'est la pièce à main externe que vous voyez ici, donc je vais vraiment passer au niveau de ma pièce à main externe, mais j'insiste sur le fait de traiter, surtout chez cette patiente, le GSM associé. C'est une patiente qui a aussi une sécheresse liée à la ménopause, et ce que je dis des fois, c'est que c'est un petit peu comme dans l'eczéma finalement. On dit aux patients dans l'eczéma traité par corticoïdes locaux, mais d'hydrater bien sa peau aussi. Eh bien votre laser aura un petit peu cet effet justement hydratant qu'on demande aux patients qui ont de l'eczéma. Donc finalement, ça a cet intérêt-là aussi dans le lichen. Je peux des fois utiliser mon laser en pratique CO2, mais ça peut être l'herbium YAG, en mode chirurgical selon les zones pour traiter des brides et pour ouvrir des brides par exemple. Et je propose toujours à la patiente d'appliquer des crèmes cicatrisantes au minimum 1 fois par jour pendant 1 semaine, à la fois en intravaginal et en externe, par exemple du Palomacare ou de l'Hydracare, à la fois en interne, parce qu'on se demande toujours est-ce que le fait de faire du laser CO2 fractionné en interne ne pourrait pas, lors de la cicatrisation, créer des accolements, des synéchies, des choses comme ça. Vous hydratez bien en interne dans la semaine qui suit et vous aurez moins ce risque, même si je n'ai jamais vu ça chez une de mes patientes, suite à du laser. Dans le cas du lichen, je suspends les dermocorticoïdes pendant minimum 1 semaine, voire 15 jours, parce que par les petits puits que vous faites, il peut y avoir éventuellement un passage qui n'est pas celui prévu au départ par la crème. En tout cas, le laser fractionné, qu'on soit en CO2, qu'on soit en herbium YAG, pour moi, c'est un outil qui est fabuleux pour le traitement du GSM. C'est la meilleure indication, surtout s'il y a un antécédent de cancer du sein et pas de traitement hormonal possible. Et surtout s'il n'y a pas à côté de baisse de libido, de conjugopathie qui vont compliquer les choses. Il faut faire attention au lichen scléreux parce que ça peut diminuer l'efficacité de votre traitement si vous ne le détectez pas avant et que vous ne mettez pas les corticoïdes locaux. Attention aussi aux patients vulvodyniques qui vont peut-être avoir des douleurs persistantes malgré vos techniques. Parce qu'il y a aussi d'autres phénomènes d'hypersensibilité, notamment au niveau des petites fibres nerveuses sensitives, à savoir prendre en charge. Donc, il faut d'abord les traiter avec les traitements classiques et une fois qu'elles sont stabilisées, traiter avec, par exemple, du laser ou des injections. S'il y a un lichen érosif, je trouve que ce n'est pas une bonne indication. Là aussi, on peut traiter un lichen érosif quand il est à sa phase séquelaire fibreuse. Et il faut bien comprendre que dans les lasers, les paramètres les plus forts ne sont pas les paramètres les plus efficaces. Donc, chez la patiente, Madame X, 68 ans tout à l'heure, en tout cas, après le laser, on a une amélioration de la sécheresse, des dyspareunies. Si elle me dit, par exemple, qu'elle a encore une petite zone sensible plus localisée, eh bien à ce moment-là, je peux rajouter une petite injection d'acide hyaluronique en complément dans la zone dont elle me parlera. Et parfois, inversement, comme cette photo ci-dessous, la patiente n'a pas trop de sécheresse globale, mais elle a un petit accolement des petites lèvres au niveau du vestibule postérieur, une petite bride qui est douloureuse. Eh bien, dans ces cas-là, je vais commencer par l'acide hyaluronique. Bien sûr, on peut parler aussi de chirurgie, de choses plus invasives, mais dans ces cas-là, souvent, sur un petit accolement un petit peu sensible, l'injection d'acide hyaluronique peut très bien marcher, en association toujours avec le traitement des corticoïdes locaux pour éviter une aggravation de ces synéchies. Et alors, comment est-ce qu'on injecte l'acide hyaluronique type désirial? Il faut que la patiente donc soit en position gynécologique avec une large désinfection à la bétadine,
Faire attention, bien sûr, à ne pas injecter en intravasculaire, faire un petit appel d'air, en fait, tirer un petit peu sur votre seringue avant d'injecter. Bien entendu, on n'injecte jamais, ça paraît un mythe des fois dans le clitoris ou les petites lèvres, mais on va injecter dans la zone de la fourchette de temps en temps quand on a besoin, comme ici chez cette patiente avec une fissure qui est très postérieure. Sinon, ça va être plus le vestibule postérieur et les premiers centimètres du vagin. Parfois, vous aurez besoin d'un spéculum, parfois, vous n'en aurez pas besoin. Il faut injecter de façon relativement superficielle, mais pas trop non plus, de façon à avoir un petit soulèvement lié à votre aiguille, qui est une aiguille généralement de 30 ou 25 gauche. Soit en rétrotraçant, soit par petits bolus. Je mets attention à l'urètre, mais c'est uniquement si vous injectez la paroi antérieure du vagin, c'est rarement utile. Le plus utile, en tout cas pour les problèmes de sécheresse, de dyspareunie et de lichen, c'est d'injecter plus au niveau du vestibule, éventuellement les premiers centimètres du vagin pour la sécheresse associée. Qu'on fasse du laser ou de l'acide hyaluronique pendant une semaine, ce qui est important surtout, c'est de leur dire pas de bain, vous pouvez vous doucher mais pas vous baigner, et pas de rapport avec pénétration pendant une semaine. Et toujours la crème cicatrisante, comme je préconisais tout à l'heure, plutôt en massage de la zone pour l'acide hyaluronique et de façon plus interne et externe après le laser. Il y a bien sûr d'autres techniques qu'on met sous le terme de restauration génitale, les radiofréquences, par exemple, la photothérapie par LED, notamment certaines radiofréquences sont utilisées par les sages-femmes avec un bon effet aussi, un petit peu d'assouplissement des tissus. La photothérapie par LED peut être un complément, mais pour moi seul, c'est vrai que ça reste assez léger par rapport aux techniques dont on vient de parler. Et pour les délabrements majeurs, chez des patientes qui ont des séquelles plus importantes, on peut parler aussi de tout ce qui est technique d'injection de graisse autologue, mais c'est plus invasif, généralement sous anesthésie générale, mais parfois nécessaire. Donc ça ne remplacera pas les dermocorticoïdes, ça va améliorer l'élasticité, la sécheresse globale et le GSM associé. Le message que je veux vraiment vous faire passer, c'est de savoir le détecter à un stade précoce, comme c'est le cas par exemple sur ces photos ici, ou ici, savoir écarter doucement les petites lèvres des grandes lèvres ou les petites lèvres entre elles pour trouver des petites zones éventuellement de fissures qui vous feront penser à détecter et à traiter correctement le lichen sclérose. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Magali pour cette intervention complète. Tu en as parlé un petit peu. Alors, on va se garder 5 à 10 minutes de questions si vous le souhaitez. Là, on avait déjà une question, mais tu en as un petit peu parlé sur effectivement la place d'autres techniques comme les radiofréquences, où il y a des questions aussi sur la técarthérapie. Quel est ton recul professionnel sur ces techniques-là concrètement? Alors, je pense que ça peut être un bon complément. Pour moi, je ne pense pas qu'on ait d'aussi bons résultats en radiofréquence qu'avec du laser fractionné ou avec des injections, notamment quand on a vraiment une douleur localisée, une fissure. Je trouve que l'injection d'acide hyaluronique apporte vraiment beaucoup de confort, que l'avantage du laser, c'est justement qu'on va traiter en intravaginal, ce qu'on ne va pas forcément faire selon le type de radiofréquence qu'on utilise aussi, et avec des effets vraiment de remodelage dermique qui sont intéressants. Mais ça dépend aussi, c'est-à-dire que sous le terme de radiofréquence, c'est comme si je vous disais avec le laser. Le laser, il y a des longueurs d'onde différentes, il y a des techniques différentes. Pareil, les radiofréquences, il y en a qu'on peut utiliser en interne, qui sont monopolaires, il y en a qui sont bipolaires. On n'a pas les mêmes effets selon ce qu'on utilise. On pourrait faire tout un topo sur la radiofréquence. Les radiofréquences, en tout cas de type Indiba, que les sages-femmes ont souvent en cabinet, sont très intéressantes effectivement sur la cicatrisation, sur l'élasticité des tissus. Contrairement aux lasers fractionnels, vont nécessiter plus de séances. Donc, si c'est un accompagnement d'une rééducation avec des rendez-vous réguliers, oui, ça peut être intéressant, surtout pour une zone assez localisée. Mais pour une prise en charge plus globale, plus ponctuelle du patient, je trouve qu'on est meilleur sur des techniques de laser fractionné, mais ça peut être tout à fait complémentaire. Et une petite question aussi, quelle est la place de la biopsie aujourd'hui? Tu disais qu'on pouvait faire donc, un traitement par dermovale sur une certaine période d'un mois. Je fais quasiment jamais de biopsie. Oui. Très clairement, je fais quasiment jamais de biopsie sur des lichen scléraux en tout cas. La plupart du temps, j'ai un diagnostic qui est clinique. Si j'ai un doute,
chez des patientes un peu compliquées, qui ont effectivement une atrophie, qui ont aussi une vulvodynie qui va peut-être fausser un petit peu l'interrogatoire, les douleurs, etc. Je ferai un test thérapeutique sur plutôt 2 mois de traitement qu'un, c'est-à-dire une fois par jour le soir pendant 1 mois, puis un jour sur 2 pendant 2 mois. Si vraiment, effectivement, elles me disent qu'il n'y a aucune amélioration sur rien, parce que des fois, ça peut être quand même une amélioration partielle, voilà, ça va m'arriver des fois d'avoir un doute, mais généralement, on a quand même un examen clinique en faveur. La biopsie, je la réserve sur des formes atypiques, éventuellement de lichen érosif. Donc, on va être plus sur des formes de lichen plan, de lichen érosif, ou sur une zone érosive qui n'aura pas régressé sous dermocorticoïdes pour éliminer une dysplasie aussi, ça va être important. Donc, une patiente qui, sous dermocorticoïdes bien conduits, a une zone érosive érythroplasique persistante, là, par contre, voilà, ça sera vraiment la place de la biopsie. Et peut-être, vu le temps qui nous reste, la dernière question, sur le long terme, la surveillance du lichen, et notamment, on sait très bien que ça peut effectivement évoluer par poussée. Qu'est-ce que tu préconises? Ça dépend si la patiente a bien compris le traitement ou pas. Si elle arrive à s'équilibrer bien, qu'elle a bien compris qu'elle est à un stade où ça roule, on va dire, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle reste à 2 fois par semaine, voire 1 fois par semaine, voire rien du tout, et lors des poussées, elle reprend 1 fois par jour, et que je l'ai vue 3-4 fois, et qu'elle gère bien ses poussées, qu'elle sait les reconnaître, etc. Je peux même être amenée à ne les voir qu'1 fois par an, et c'est même plutôt la vitesse de croisière que je préconise. Donc au début, on va dire, je vais la voir une première fois, je vais la revoir au bout de 2-3 mois de traitement. Je la revois ensuite à 6 mois et si ça se passe bien, je la revois 1 fois par an. Par contre, je leur dis de m'appeler ou de m'envoyer un mail si elles trouvent que les corticoïdes ne marchent plus comme avant, parce qu'à ce moment-là, ça peut être un signe, soit qu'il y a une dysplasie, ce qui est rare, soit qu'il y a une candidose secondaire, soit qu'il y a eu d'autres problèmes. En tout cas, il faut faire le point dans ces cas-là. Alors, j'ai quelques dernières questions, mais ça sera vraiment les dernières. Il y a plusieurs questions, mais ça, je pense que Brice Gurier, qui fait l'intervention suivante, pourra l'aborder, parce qu'il y a des questions sur la place du lipofilling. Donc, je pense que Brice pourra aborder cette question-là. Il y a quand même une question sur, effectivement, la place pour un traitement chirurgical dans le lichen. Voilà. Et tu as un petit peu abordé aussi sur la luminothérapie, peut-être. En tout cas, ce que je peux dire à mon niveau, mais c'est vrai que Brice sera peut-être plus à même de répondre, c'est que très clairement, quand on a une sténose séquelaire importante, je veux dire, je ne vais pas ouvrir quelque chose qui est extrêmement sténosé avec mes techniques de restauration génitale. Je vais améliorer la souplesse des tissus, l'élasticité, améliorer la trophicité et donc le risque fissuraire. Il faut aussi penser à la rééducation parce que ces patientes peuvent avoir une hypertonie périnéale secondaire réflexe à la douleur qu'elles ont eue. Donc, les adresser vers des sages-femmes spécialisées ou des kinés spécialisés pour apprendre à relâcher éventuellement le périnée si elles ont l'habitude de souffrir et qu'elles vont aussi être possiblement en hypertonie. Mais si malgré ça on a une réelle sténose serrée, il va falloir ouvrir de façon chirurgicale, ou si il y a effectivement des fissures importantes, qu'on n'est pas suffisamment efficace avec des techniques d'injection ou de laser, qu'il va falloir plus de quantité aussi en produit, très clairement on va passer sur du lipofilling. Ouais, je suis d'accord avec toi, en fait. La place du lipofilling et des techniques plus invasives, en fait, c'est plus les séquelles, c'est plus sur les séquelles du lichen qu'on va agir que sur le lichen lui-même, très clairement. Et ça rejoint beaucoup le topo d'après, c'est pour ça qu'on a groupé ces 2 topos, justement. Ah ben justement, on va avoir la chance. Merci beaucoup Magali pour ton intervention. Maintenant, on va aborder l'intervention de Brice qui va traiter du traitement des séquelles gynécologiques des cancers. Alors, Brice Gurier, il est gynécologue obstétricien, il travaille sur Marseille en clinique et en cabinet privé. Il a orienté une grande part de son activité vers la chirurgie gynécologique et cancérologique, et il s'est notamment tourné vers le développement de techniques mini-invasives et innovantes, dont il vous parlera dans certainement son intervention. À toi, Brice. Bonsoir, donc merci Léna. Donc oui, voilà, pourquoi grouper un topo sur les lichens et les séquelles de cancéro? Parce que malheureusement, très souvent, on voit que les lésions sont très semblables et les séquelles notamment de radiothérapie sont finalement assez semblables à des séquelles de lichen ancien vieilli. Et dans les 2 cas, le problème qu'on rencontre nous au quotidien, c'est qu'on voit souvent les patientes très très tard. Donc voilà, c'était l'idée de grouper ces 2 topos qui en fait se rejoignent contre les apparences beaucoup.
Donc voilà, en 2021, les séquelles de cancéro, des traitements de cancéro, c'est toujours un gros tabou. On a, comme je vous disais, beaucoup de mal à voir les patientes tôt, et même en préventif, c'est encore plus difficile. Les médecins ont du mal à en parler, les patientes ont du mal à en parler. C'est vrai que les problèmes sont très très différents selon les cultures. Il y a d'autres patientes qui sont qui en parlent beaucoup plus facilement que d'autres. On a l'impression que les Françaises sont très très freinées sur la parole pour parler de ce genre de problème. Pourtant, on sait que le plan cancer, depuis plusieurs années déjà, a mis en place un plan sexualité qui est en fait en pratique très peu appliqué. Dans la formation des médecins aujourd'hui, même s'il y a des progrès, pour les internes, à ma connaissance aujourd'hui, on n'aborde pas du tout ces sujets-là. Donc c'est tout l'intérêt d'en parler. Donc le cancer, ça concerne aujourd'hui tout cancer mélangé, 160 000 femmes par an en France. Et donc tout traitement mélangé, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie et autres hormonothérapie. Selon les études, on retrouve 40 à 100% de troubles sexuels séquelaires de ces traitements des cancers, parfois définitifs. Alors ça dépend encore une fois de beaucoup de choses et des traitements. Plusieurs études retrouvent quand même un taux de séparation et de divorce très important dès l'annonce du diagnostic, mais qui s'aggrave avec le temps au fur et à mesure de l'évolution de la maladie et des traitements. Probablement en grande partie, même si c'est difficile à analyser, à cause de l'interruption, en tout cas du gros ralentissement de l'activité sexuelle, très clairement. Pourtant, on sait aujourd'hui qu'on peut améliorer la grande majorité des patientes et qu'on estime qu'on en voit moins de 10% aujourd'hui parmi toutes les patientes qui souffrent. Donc, quelles sont les conséquences qui affectent le plus la vie sexuelle après traitement du cancer? Donc, de quoi se plaignent les patientes? Donc, évidemment, la fatigue, c'est souvent quelque chose qui revient dans les chimiothérapies. On sait aussi que les chimiothérapies, pour la grande majorité d'entre elles, sont pourvoyeuses de ménopause, temporaire, parfois définitive. Et donc, 2/3 des patients vont se plaindre de sécheresse vaginale et 1 sur 2 de bouffées de chaleur. Et quand on demande aux patientes, ça sont des enquêtes un petit peu anciennes, australiennes, mais qui montraient qu'est-ce qui fait que vous pouvez vous sentir bien sur le plan sexuel, qu'est-ce qui est problématique pour vous? C'est la diminution de la fréquence, la diminution de l'excitation et dans les 3/4 des cas aussi, le sentiment d'être moins désirable, que ce soit réel ou pas. Donc voilà, les patientes, pourquoi est-ce qu'elles n'en parlent pas? Parce que voilà, elles n'osent pas. Il y a souvent aussi qu'elles se font par le médecin, un petit peu rejetées par le médecin qui va les prendre un petit peu à la légère en disant oh, ça va, le grand mot c'est ça va, vous êtes guéri, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est déjà pas mal. Alors qu'on le dit aujourd'hui de plus en plus, c'est même une phrase du plan cancer, c'est que guérir ne suffit plus aujourd'hui. On dit que la guérison complète du cancer, ça va être le retour à l'état antérieur, tout compris, sexuellement, socialement, professionnellement. Donc, juste guérir la maladie aujourd'hui n'est plus suffisant, surtout que c'est quelque chose, si on prend le cancer du sein, aujourd'hui, on a 80 à 90% de guérison définitive dans les formes précoces en tout cas. Donc, il va bien falloir s'intéresser aux autres problèmes chez ces femmes qui sont définitivement guéries. Donc, les 2 diapos que je montre toujours dans ces topos-là, donc ça, c'est une étude du JAMA en 1999. Pourquoi ne parlez-vous pas de vos problèmes sexuels au médecin? Vous voyez, on voit que les 2/3 disent que le médecin ne serait pas à l'aise, ou alors ça ne l'intéresse pas, ou de toute façon, on ne peut rien y faire. Donc ça, c'était en 99. Étude en 2017 sur les patientes ménopausées, pareil. Pourquoi n'en parlez-vous pas? 42% répondent, c'est comme ça, il faut vivre avec. Donc pas beaucoup d'évolution en l'espace de quasiment 20 ans. Donc, quelles sont les conséquences du cancer sur la sexualité? Donc, vous allez voir qu'à tous les niveaux, tout est fait pour nuire à la sexualité. Alors, dès l'annonce du diagnostic, évidemment, pour ceux qui ont l'habitude de faire de l'annonce, c'est toujours très difficile. C'est un diagnostic violent. On sait que quand le mot cancer est lâché, les patientes souvent n'écoutent plus la moitié de ce qu'on dit et imaginent tout de suite la mort, la fin de tout, etc. Donc, c'est un diagnostic très violent, une annonce très violente et qui suffit, cette annonce, à altérer la libido à elle seule. Il y a bien sûr un impact sur le partenaire qui ne sait pas toujours comment gérer ça et comment se comporter. Et en plus, en gynéco, évidemment, c'est l'organe du plaisir, entre guillemets, qui est malade, ce qui est encore plus compliqué à gérer. Il y a bien sûr l'impact de la chirurgie. C'est bien sûr vrai pour les cancers pelviens qui sont très mutilants sur le plan sexuel, mais également pour les cancers du sein, puisqu'on a une modification de l'image corporelle, des cicatrices. Parfois, la chirurgie peut être mutilante dans les chirurgies les plus lourdes, mais même si elles ne sont pas très mutilantes, il va y avoir éventuellement des douleurs qui vont rester, une cicatrice pas toujours très gracieuse qui va rester, qui va altérer l'image corporelle de la patiente. La chimiothérapie donc, va aggraver cette altération de l'image corporelle avec évidemment l'alopécie, qui est toujours le plus difficile à accepter par les patientes, même si elle est temporaire, c'est toujours le plus difficile à faire accepter aux patientes. L'amaigrissement, évidemment la ménopause qui est chimio-induite. Alors, on sait qu'avant 40 ans, ces ménopauses, elles sont le plus souvent temporaires,
au-delà souvent définitive, donc c'est quelque chose qui peut durer dans le temps, avec toutes les conséquences classiques de la ménopause, donc le syndrome génito-urinaire avec la sécheresse, les conséquences évidemment sur la sexualité. Il peut également avoir un impact sur la fertilité qui peut aussi altérer la qualité des rapports et tous les nombreux autres effets secondaires de chaque drogue de chimiothérapie qui a ses propres effets secondaires. La radiothérapie, c'est en fait le sujet le plus intéressant dans ce qui nous concerne ce soir. Elle entraîne une fibrose et une perte d'élasticité. Si je ne m'abuse, c'est une phrase qu'a prononcée Magali Dubois il y a quelques minutes en parlant du lichen. Donc, on voit que les séquelles de radiothérapie au niveau pelvien, au niveau périnéal, c'est quelque chose de très délétère. Avec vraiment, on voit des lésions très semblables à celles des lichens évolués. Sur le sein, on peut également avoir donc les douleurs et l'anesthésie de la zone post-opératoire. Et donc, voilà, toutes les conséquences sexuelles qu'on peut imaginer. Donc, le cancer le plus destructeur en termes de sexualité chez la femme aujourd'hui qu'on voit, c'est le cancer du canal anal, puisque c'est traité par radiothérapie quasiment exclusive et qui irradie la quasi-totalité du fourreau vaginal, avec très souvent aucune prise en charge de ce problème-là dès le départ. Donc des sécheresses, des dyspareunies, des rétrécissements et même des synéchies totales avec des vagins qui se ferment parfois complètement. Donc très fréquent pour le cancer anal, mais ça se voit aussi pour le rectum, pour l'endomètre, le col. Et bien sûr, les hormonothérapies qu'on utilise beaucoup en gynécologie, dans le cancer du sein, que ce soit tamoxifène ou inhibiteur de l'aromatase, a fortiori, bien sûr, les analogues de LHRH qui vont entraîner une ménopause artificielle, ce qui est de plus en plus fréquent chez les femmes jeunes aujourd'hui, puisque la tendance aujourd'hui dans les formes de mauvais pronostics de cancer du sein, c'est de les ménopauser pour pouvoir leur faire bénéficier d'une anti-aromatase. Donc, on double en gros l'action sur l'effet ménopause au niveau du vagin et de la sécheresse. Et donc tous les autres effets secondaires dont on a parlé, en sachant que ce sont des traitements aujourd'hui qui sont prescrits pour 5 à 7 ans et probablement dans les années futures jusqu'à 10 ans, donc de façon très durable. Donc la prise en charge classique, il y a des choses très simples qu'on peut proposer aux patientes. Alors la première, c'est toujours la même, c'est de prévenir et donc d'en parler aux patientes dès le début. Alors c'est toujours très difficile de parler sexo aux patients quand on vient d'annoncer un cancer. C'est facile à dire. Là, sur le topo ce soir, très difficile en pratique de glisser ça, parce que sur le coup, évidemment, elles vont répondre qu'elles s'en fichent complètement. Mais il faut quand même essayer d'en parler au moment de la prise en charge, assez tôt, dès que possible, et proposer cette prise en charge préventive qu'on va évoquer. Donc la plus simple, toujours facile à dire, je sais bien, mais c'est d'encourager à maintenir une activité sexuelle, idéalement avec le partenaire, mais même sinon de façon autonome, ne serait-ce que pour un geste mécanique, en tout cas pour les radiothérapies pelviennes, parce qu'on sait que c'est ce qui va le plus empêcher la survenue de synéchies et des séquelles définitives derrière. Alors quand on dit encourager à maintenir une activité sexuelle, c'est bien sûr pas à condition qu'il n'y ait pas de douleur. On ne demande pas évidemment de se forcer aux patients de se forcer à avoir mal, mais de leur proposer les outils pour arriver à avoir cette activité sexuelle sans douleur. La prise en charge psychologique, évidemment, très importante dès le début. Aujourd'hui, ça fait partie de toute façon du parcours, de la plupart des parcours en cancéro, mais très souvent, la sexualité est mise un petit peu au second plan, et c'est vrai que c'est le rôle du psy, du sexo, enfin de tous les intervenants dans la prise en charge du cancer, d'agir sur le côté sexo et psycho, qui est quand même très important dans la qualité de vie des patientes, et quel que soit leur âge. La prise en charge aussi sociale est importante. Donc on appelle la prise en charge sociale, c'est la partie visible de la maladie. La partie sexuelle, évidemment, se voit beaucoup moins bien. Donc voilà, proposer les prothèses capillaires, les perruques pour les patientes qui ont une alopécie, encourager l'activité physique, ça sont des choses qu'on connaît bien maintenant en cancérologie. Et toutes les campagnes qui sont des campagnes qui sont faites au niveau national pour améliorer l'acceptabilité de la maladie et que les patientes ne soient plus stigmatisées avec leur maladie. Donc ensuite, la prise en charge médicale qu'on propose, c'est quoi? Donc, bien sûr, une contraception adaptée quand c'est nécessaire. Les lubrifiants, ça, souvent, on n'a pas besoin d'en parler parce que c'est la première chose que font les patientes. Elles vont au casino ou même en pharmacie acheter des produits chers pour utiliser des lubrifiants pour les rapports, avec une efficacité qui n'est que mécanique et temporaire et sans efficacité de fond. Les hydratants vaginaux, on va en parler un petit peu. Donc, nous, on aime bien Palomacare, que ce soit pour la restauration génitale en général ou pour la cancéro. Mais bon, beaucoup de crèmes d'acide hyaluronique existent aussi sur le marché. Les topiques hormonaux qui sont très sous-utilisés et qui ont quand même pourtant une efficacité importante chez toutes les femmes ménopausées, même après un cancer du sein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de littérature qui montre qu'il n'y a pas de risque, notamment pour le promestrienne, en prescrire chez les femmes, même après un cancer du sein, même hormonodépendant. Alors le problème, c'est que les patientes ont souvent très peur, que les médecins ont souvent peur, et que c'est toujours écrit en gros sur la notice que c'est contre-indiqué.
mais on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de risque et c'est difficilement remplaçable. Il y a une carence hormonale, il y a une ménopause qui est installée, c'est très difficile de se passer des traitements hormonaux pour avoir une efficacité durable. Donc on essaie d'utiliser les doses le moins possible, mais 2-3 fois par semaine. Je pense que c'est la première étape de toutes les patientes qu'on doit voir en consultation. Évidemment, un traitement hormonal systémique peut discuter pour les cancers non hormonaux dépendants. Donc justement, une étude intéressante récente sur les efficacités des gels vaginaux. Donc ils avaient inclus 43 patientes d'environ 59 ans. Toutes avaient eu un cancer, toutes étaient ménopausées, avaient eu un cancer de l'endomètre traité par hystérectomie totale puis radiothérapie. Et on leur demandait de mettre au début tous les jours, puis 3 à 5 fois par semaine en fonction des symptômes. Donc un gel à base d'acide hyaluronique au niveau vaginal. Il y avait de nombreux scores qui étaient utilisés pour évaluer l'amélioration, des scores de trophicité, des scores de qualité de vie, de sexualité. Et ce qu'on retrouvait, c'est que les 2 tiers des patientes, à l'issue du traitement, montraient une amélioration. Tous les scores étaient améliorés. Et les patientes, 2 tiers des cas, se disaient confiantes sur la poursuite de leur sexualité, alors qu'on était à moins de 30-40% au début de l'étude. Donc, ce n'est pas un traitement magique, mais c'est quand même un outil qui est très simple, qui peut se faire en automédication, c'est en vente libre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut proposer aux patientes. C'est quand même pas compliqué de prescrire un petit gel à mettre dans le vagin. La prise en charge sexo, on a déjà discuté, donc encourager le plus possible le maintien de l'activité sexuelle, lorsqu'elle est possible, évidemment, parce qu'il y a une chirurgie mutilante au niveau vaginal, c'est plus compliqué, mais dans l'idée d'essayer de maintenir une activité sexuelle le plus possible. Il existe des dispositifs médicaux qu'on appelle des dilatateurs ou des bougies. Bon, globalement, ce sont des sextoys médicaux. L'idée, c'est vraiment d'entretenir une dilatation mécanique. Moi, je parle souvent à mes patientes qu'il faut imaginer le vagin un petit peu comme un muscle. Si ça ne sert pas, ça s'atrophie. C'est exactement le même principe que les muscles. Donc, il faut les entretenir si on veut maintenir une activité sexuelle. Aujourd'hui, toujours pas de Viagra féminin. On parle beaucoup de libido, mais en pratique, la libido, c'est quand on a mal, on ne peut pas avoir de la libido. Voilà. On ne peut pas avoir envie quand on a mal. Ça, c'est la base. Et très souvent, c'est ça la cause, si on cherche bien, c'est parce qu'elles ont mal que les patientes n'ont plus de libido. La libido, ça peut être un problème à part entière. Et très souvent, si on cherche bien, c'est un problème de douleur à la base ou de sécheresse. Donc, la prise en charge chirurgicale, donc ça sont des choses qui sont maintenant quand même bien développées. Donc, là, au niveau préventif, privilégier la chirurgie mini-invasive. Les laparotomies, c'est sûr, c'est plus compliqué. Les chirurgies vaginales, c'est sûr, c'est plus compliqué pour se remettre sexuellement. Aujourd'hui, en cancérologie gynécologique, en tout cas, la laparotomie, à part, on va dire, les cancers de l'ovaire dans les stades avancés, est quasiment toujours évitable. Et ça change beaucoup la donne sur la reprise de l'activité sexuelle et de l'activité physique en général. Les techniques d'oncoplastie qui sont maintenant bien développées au niveau du sein. Mais il reste encore des indications de chirurgie mutilante, avec notamment la mastectomie totale, qui est la chirurgie mutilante la plus fréquente, mais également des chirurgies d'exentération pelvienne qui sont parfois très, très lourdes. La reconstruction mammaire, donc c'est un problème esthétique plus que fonctionnel, mais qui est très important évidemment aux yeux des patientes. De plus en plus, les nouvelles recommandations dans le cancer du sein vont sortir là en 2021. Et il y a de plus en plus d'indications de reconstruction mammaire immédiate qui sont justifiées. Donc, toujours à proposer. On peut faire du lipomodelage osseuse, ce qui est déjà très répandu dans le cancer du sein. Et il est important de dire aux patientes qu'on reconstruit l'aspect, pas la fonction. Dans la reconstruction mammaire, c'est vraiment quelque chose de très important, sinon elles sont toujours déçues. Moi, je leur dis qu'on reconstruit le décolleté, mais pas le sein, pas l'organe tel qu'il était avant. Ça, clairement pas. Dans la reconstruction pelvienne, le problème est un peu plus compliqué parce que le problème est beaucoup plus fonctionnel qu'esthétique. D'accord ? Donc, c'est très difficile dans les chirurgies lourdes, mais dans l'immense majorité des cas, on peut proposer des choses aux patientes, notamment donc, les techniques de restauration génitale qui nous intéressent. Donc, qu'est-ce qu'il existe pour les séquelles en cancéro ? Donc, la restauration génitale, on en parle depuis le début, on sait ce que c'est. Ce sont des techniques qui visent à corriger les altérations de la sphère génitale, quelle qu'en soit la cause, donc le vieillissement, les séquelles de chirurgie, de cancer, de radiothérapie, n'importe quoi. Donc, vous allez voir qu'en fait, il n'y a aucune technique, quasiment très peu de techniques réellement innovantes en gynécologie. Ce sont encore des techniques qu'on a piquées à d'autres spécialités et qu'on commence simplement, récemment, à adapter à la gynécologie. Donc, le lipofilling, il y avait des questions tout à l'heure. Donc, c'est un principe qui est connu depuis très longtemps, à la base développé pour les cicatrices, les brûlures, les choses comme ça, qui se développe depuis de nombreuses années maintenant pour les séquelles obstétricales, par exemple, sur les cicatrices de chirurgie, d'accouchement. Et il y a même aujourd'hui des études sur les cancers de la base du crâne, sur les séquelles de cancer de la prostate.
et très peu en gynéco. Toutes les études qu'on retrouve sur le lipofilling en gynécologie sont des études sur le lichen. Pourtant, c'est un geste très très simple, mini-invasif, sans bistouri, uniquement avec des aiguilles, qui est très répandu en reconstruction mammaire et qui commence à se développer un petit peu sur les séquelles gynécologiques. Donc, on va parler des fat grafts, microfat, nanofat, qu'est-ce que c'est? Et le PRP, on va en parler, sont des choses assez proches, mais en fait, avec des résultats très différents. Donc, le principe reste le même. On apporte un effet mécanique en recréant un plan de glissement. Quand on a un lichen, quand on a des séquelles de radiothérapie et tout ça aggravé par la ménopause, on a une atrophie qui se crée, une régression, un affinement de la muqueuse du vagin qui se crée et des accolements avec les plans profonds. Donc, en mettant de la graisse, on va récupérer ce plan de glissement, d'une part. Et ensuite, la graisse contient beaucoup de facteurs de croissance et de cellules souches qui vont permettre un effet de régénération tissulaire avec une revascularisation, une réhydratation, une amélioration de la trophicité locale. Le résultat est durable, contrairement à tous les topiques locaux qu'on peut mettre, et parfois définitif dans les formes, en tout cas débutantes. Donc les indications, on les a déjà évoquées, donc sont en gros toutes les cicatrices et toutes les séquelles des traitements gynécologiques, les séquelles radiques. À droite, je vous me défie de dire si on est sur une séquelle radique, à part la rougeur cutanée, ou sur un lichen avancé, vous voyez que les lésions sont quand même très très proches. Donc là, c'est une synéchie quasi totale sur des séquelles de radiothérapie pelvienne. Donc la procédure du lipofilling, ça, encore une fois, rien de neuf. On prend la graisse, là, il y en a. Classiquement, plutôt les cuisses ou les hanches, le ventre parfois, parce que c'est facile et sans risque de prendre sur ces côtés-là. Et que les patientes étant en position gynécologique, c'est bien sûr beaucoup plus facile d'accéder à ces zones-là. On va filtrer le sang et ne récupérer que la graisse totale. En général, de très faibles volumes sont nécessaires, donc ça n'est pas une liposuction, il n'y a pas d'effet esthétique, il n'y a pas de différence esthétique. On prélève des petits volumes pour traiter des volumes encore plus petits. Voilà, alors il y a différentes techniques, on peut centrifuger, c'est ce qu'on fait le plus souvent, on peut laisser décanter si on a beaucoup de temps, ou on peut utiliser des systèmes intégrés qu'on utilise dans certains cas, mais qui coûtent très cher, que les plasticiens connaissent bien. Ce sont des poches qui vont filtrer, qu'on appelle les pure grafts, qui vont filtrer la graisse et ne récupérer vraiment que la partie qui nous intéresse. Ça permet de la laver et surtout de rester en système clos et donc stérile. Donc le transfert se fait avec des canules de toutes sortes et des petites aiguilles. Tout ça, donc toujours sans bistouri. Alors on est sous anesthésie générale au bloc. Sous local, c'est quand même très désagréable chez les patientes douloureuses. Donc, il y a quand même toujours des risques, ça reste une chirurgie, il peut y avoir des petites séquelles esthétiques, des hématomes au niveau du site donneur. Les plaies d'organes profonds, quand on prend sur les hanches et les cuisses, en général, il n'y a pas de risque très important. Et il peut y avoir des problèmes au niveau du site receveur, alors qu'on a curieusement très rarement, on avait très peur au début des fistules, des plaies d'organes creux, puisqu'on est sur des tissus atrophiés, rétractés, fusionnés. Et en fait, les seules complications qu'on a sont des hématomes, et même très rares. Et on a eu un cas d'abcès en 10 ans, c'est tout. Le risque carcinologique a été débattu très longtemps dans le cancer du sein, n'a jamais été avéré. Aucune étude n'a pu montrer un surrisque carcinologique aujourd'hui. Donc ça, je crois qu'on peut le mettre de côté. Alors les produits, qu'est-ce qu'on utilise? Il y a trois types de produits principaux qu'on utilise au niveau de la graisse. Donc le macrofat, ça c'est facile, c'est le bon vieux lipofilling avec la graisse totale qu'on prélève et qu'on va réinjecter sur le site donneur. Donc ça contient beaucoup de graisse, mais aussi beaucoup de déchets qui ne nous intéressent pas forcément, avec un petit peu des tissus fibreux, un petit peu de globules rouges parfois. Et on va préférer de plus en plus aujourd'hui du microfat, qui est quelque chose de quand même plus pur, où on a éliminé toutes les parties qui ne nous intéressent pas, donc il n'y a plus de globules rouges, on a pu laver la graisse, on a pu récupérer vraiment que les petits lobules de graisse et des cellules souches. Les points rouges que vous voyez sur le petit schéma, ce sont la concentration en cellules souches. Et la dernière option, c'est donc le nanofat, où là on utilise des techniques de filtration et des filtres très très petits, de plus en plus petits. Et enfin, on réalise à la fin une émulsion du produit obtenu. Et on obtient quelque chose qui est extrêmement fluide, qui s'injecte avec des toutes petites aiguilles de 27 gauges, voire encore plus petites que ça. Et qui est donc, lui, très concentré en cellules souches et qui contient finalement très peu de graisse. Donc, dans quel cas on utilise quoi? Donc, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Donc, le macrofat, donc je l'ai dit, c'est la graisse totale. C'est bien, c'est très facile à obtenir, ça coûte pas cher. Le problème, c'est que quand on injecte, on va avoir 30 à 40% de résorption selon le site qu'on utilise, selon l'endroit qu'on injecte, et selon les patientes également. Mais bon, on l'utilise essentiellement quand on a des gros défects, des grosses pertes de substances chirurgicales,
ou obstétricales, on va plutôt préférer ça quand on a besoin de volume. Le microfat, c'est ce qu'on utilise beaucoup plus intéressant pour la partie cancéro. Donc là, on a les petits microlobules de graisse. On a beaucoup moins de résorption. Le bénéfice et les avantages et inconvénients sont un petit peu à mi-chemin entre le macrofat et le nanofat. Globalement, aujourd'hui, on va l'utiliser pour les petites rétractions, les petits tissus fibreux, les fissures au niveau de la fourchette qui sont très fréquentes. Et enfin, le nanofat, donc ça, c'est quelque chose qu'on a démarré assez récemment. Ça fait 18 mois maintenant. Donc là, on a vraiment un effet de régénération tissulaire, pas tellement d'effet volume, très peu, aucun effet volume même. Ça coûte assez cher, le matériel coûte cher pour préparer ce produit, mais ça permet vraiment d'avoir de très très bons résultats en termes de régression. Et donc, on l'utilise essentiellement chez nous pour les séquelles de radiothérapie et pour les séquelles de lichen scléro-atrophique avancé. Le PRP, on va en parler un petit peu, c'est quelque chose qui est encore plus récent dans la prise en charge, puisque ça, on a traité même pas une dizaine de patientes pour l'instant. Donc le PRP, on connaît, c'est du plasma riche en plaquettes, donc à partir d'une simple prise de sang, on a une machine, alors beaucoup de machines différentes vont donner beaucoup de produits différents, mais il y a des critères qualité aujourd'hui qui apparaissent. L'idée, c'est de récupérer ce qu'on appelle les plaquettes activées, donc très riches en facteurs de croissance qui vont dégranuler les facteurs de croissance quand on va les injecter. Et donc, le but étant une régénération tissulaire. C'est très utilisé aujourd'hui en orthopédie, dans les ligamentoplasties, dans l'arthrose du genou. C'est utilisé également au niveau du cuir chevelu pour la repousse des cheveux. Bon, voilà, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais je veux dire, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et on a la chance à Marseille d'avoir une équipe l'équipe Magalon qui a beaucoup travaillé sur le PRP, puisqu'on a une antenne INSERM qui travaille beaucoup dessus et qui, eux, croient beaucoup justement dans le lichen et dans les séquelles de radiothérapie. Donc voilà, une simple prise de sang, en très faible volume injecté. On va faire des micro-injections donc au niveau de la zone injectée. Le problème, c'est que ça se fait en cabinet. Ça coûte cher, c'est pas remboursé. Et on démarre les évaluations aujourd'hui sur le lichen et la radiothérapie avec quand même dans la littérature déjà 2-3 études qui montreraient 70% de régression des lésions et d'amélioration des patientes. Donc voilà, beaucoup d'études en gynéco, aucune en séquelles de cancéro, c'est essentiellement sur le lichen. Il y a même des études aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas ce soir, mais sur les atrophies endométriales avant procréation médicalement assistée pour augmenter les chances d'implantation. Voilà, donc là, c'était une étude sur le lichen que j'ai quand même gardée, même si on parle de cancéro, parce que c'est ce qui s'en rapproche le plus. Donc, 23 cas, 28 patientes traitées, qui étaient suivies 2 ans après des injections de PRP, après échec de tous les traitements médicaux. On avait un arrêt des corticoïdes dans la grande majorité des cas, une disparition des symptômes, en gros, 1 fois sur 2, et dans 8 cas, une disparition complète des lésions. Les traitements non chirurgicaux, on va passer plus vite parce que Magali les a déjà évoqués. Donc, l'acide hyaluronique, on l'utilise peu en fait en séquelles de cancéro, uniquement sur vraiment les sécheresses et les atrophies au niveau du vestibule de l'entrée, les fissures comme elle l'a évoqué également, et quand on a des petites sécheresses vraiment de l'entrée du vestibule, les petites atrophies modérées, mais par contre sur ces choses modérées là, ça marche très très bien. Donc une seule référence en France, c'est le Désirial, ça coûte 80 € l'ampoule, ça se résorbe en 9 mois, là ça se fait sous simple topique, une crème anesthésiante locale, c'est très simple et ça marche pas mal. Voilà, donc aucun intérêt esthétique pour ça, on l'a dit. Les fissures, les atrophies modérées, sans séquelles fibreuses, sans rétraction fibreuse et sans perte de substance. Donc les complications toujours possibles, on les cite toujours, très rares. Il y a des cas d'embolie pulmonaire, il y a des cas de fistule, c'est souvent des problèmes techniques, c'est pas tellement lié au produit, parce que dans notre pratique aujourd'hui, en une dizaine d'années, on a eu, touchons du bois, 0 complication. Donc voilà, ça sont des vieilles études, pareil, qui ne concernent pas du tout la cancérologie parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui. C'était sur la sécheresse vaginale et l'atrophie. Donc des patientes périménopausiques à qui on faisait des injections et qui retrouvaient donc on évaluait la tolérance, l'efficacité au niveau de l'aspect esthétique de la vulve et l'amélioration fonctionnelle. Et on avait une belle efficacité avec des résultats qui duraient la durée de vie de l'acide hyaluronique, 9 à 12 mois, avec très peu de complications. Le laser, j'accélère parce que j'arrive au bout de mon temps, on a déjà parlé. Donc, le principe, c'est toujours un laser fractionné qu'on utilise depuis quelques années en gynéco. Le principe, c'est de provoquer un choc thermique qui va activer les fibroblastes et provoquer une angiogénèse. D'accord ?
Donc, l'indication phare qu'on a aujourd'hui au niveau gynéco dans les séquelles, c'est vraiment clairement les patientes qui sont en cours d'hormonothérapie après un cancer du sein, qui se plaignent quasiment toutes aujourd'hui d'une sécheresse vaginale, qui ont peur du traitement hormonal, qui ne veulent pas. Donc ça, c'est très simple, c'est au cabinet. Et voilà, il y a à savoir qu'il y a une grosse étude française en cours avec le Ginélase, qui est le laser qu'on utilise nous aussi, dans 4 centres anticancéreux en France, en partenariat avec 4 CHU, donc des patientes toutes sous hormonothérapie, plutôt des anti-aromatases avec des symptômes d'atrophie. Les études sont en cours, ce n'est pas encore publié, mais il y a beaucoup d'études aujourd'hui dans la littérature qui montrent une efficacité de quasiment 100% sur la lubrification vaginale et l'amélioration de la qualité de vie sexuelle. Le seul problème aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de lasers différents, comme le disait Magali. Et qui fait mieux aujourd'hui, je crois que personne ne peut le dire. Mais globalement, toutes les études vont dans le même sens. Donc voilà, pour montrer plusieurs études, notamment une étude italienne sur 50 cancers du sein. 76% des patientes se disaient satisfaites, c'est les patientes qui avaient des difficultés à avoir des rapports. Et chez Magyar en 2015, 85% récupéraient une activité sexuelle 3 mois seulement après le laser. Donc grande efficacité sur l'atrophie et le syndrome génito-urinaire. Donc, une autre étude de 2015, 48 patientes avec syndrome génito-urinaire, en dehors du cancer, celle-là, 91% de satisfaction des patientes. Voilà. Et une revue de la littérature de 2017 qui reprenait 17 études, des lasers différents, des populations très différentes, mais globalement, tous les résultats étaient positifs de façon significative. Les autres traitements dont on va parler rapidement, c'est donc la técarthérapie qu'on a déjà évoquée. Alors, nous, on l'utilise beaucoup dans les séquelles de traitement gynéco, des chirurgies d'endométriose, des séquelles obstétricales et des traitements des cancers, surtout pour la contracture musculaire, parce que les patientes qui ont des contractures musculaires réactionnelles, c'est presque obligatoire quand la lésion devient assez ancienne. Et cette contracture musculaire, notamment des muscles releveurs de l'anus, aggrave la dyspareunie et devient même un problème à part entière. C'est-à-dire que même quand la cause a disparu, on a beaucoup de mal à faire céder cette contracture et on utilise beaucoup la técarthérapie, donc le Winback qui est ici pour ça. Les LED, pareil, on les utilise peu parce qu'on estime, comme le disait Magali, que c'est un effet un peu identique au laser en beaucoup plus modeste. Mais ça peut être une voie intéressante. Et ce qu'on utilise de plus en plus aujourd'hui au bloc opératoire sont les injections de toxines botuliques justement dans les muscles parce qu'on sait qu'on galère beaucoup à faire céder ces contractures. Et avec la toxine botulique, on a des résultats assez rapides en quelques semaines. Donc on l'utilise de plus en plus également au bloc opératoire. En conclusion, je vais vous présenter une petite étude de 2021, toute fraîche, donc sur l'intérêt d'une prise en charge pluridisciplinaire en onco-sexo. Donc, eux avaient pris 69 patientes et ils avaient monté un système d'un hôpital de jour, sexo, pour un suivi des patientes. Donc, 69 patientes qui avaient eu des radiothérapies, donc différents cancers, col, endomètre, vulvovaginal et anorectal, tout était symptomatique. Donc, elles ont été prises en charge médicalement avant et après la radiothérapie par des lubrifiants, des hormones quand c'était possible, des bougies, des choses donc très simples, et un suivi psycho-sexo tout le long. 83% des patientes avaient une amélioration des troubles sexuels et 80% des signes climatériques. Donc vous voyez que sans faire des choses incroyables, on peut déjà beaucoup aider nos patientes avec simplement des choses simples, à condition de se coordonner entre les équipes de cancéro, de gynéco, de sage-femme, de kiné, enfin, et de psycho, tout le monde. Je vous remercie. Merci Brice. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais une petite question assez pratico-pratique. Pour l'injection d'acide hyaluronique avec des iriales, quelle aiguille peut être utilisée? Je dis toujours la plus petite, moi, la 32 gauge, la plus petite parce qu'on le fait au cabinet et que souvent, c'est plus douloureux avec les plus grosses aiguilles. Donc souvent, là, j'utilise la plus petite aiguille. Surtout pour faire des micro-injections, c'est beaucoup moins désagréable. Et question un petit peu sur l'évaluation de la sexualité préopératoire et accompagnement de la personne en sexologie au cours de son traitement et post-opératoire. Alors, nous, aujourd'hui, on a développé un hôpital de jour, pareil, en cancéro. Donc, toutes les patientes qui arrivent dans le circuit cancéro, alors pas nous à l'annonce, parce que c'est souvent compliqué, encore une fois, de glisser ça, mais on a une infirmière d'annonce qui est formée à la sexo. On a une infirmière coordinatrice de parcours qui l'oriente ensuite facilement. On a des sages-femmes qui font de la técarthérapie et de la sexo. Et donc, aujourd'hui, dès le rendez-vous à l'hôpital de jour, donc la deuxième consultation après l'annonce, on leur parle sexo, celles qui sont intéressées, on leur propose une prise en charge. Et est-ce qu'il existe des supports d'information Alors oui, il y en a beaucoup qui existent aujourd'hui, notamment l'Institut national du cancer sur le site de l'INCa, sur icancer.fr. Il y a beaucoup de fiches sur la sexo.
Mais je crois que le plus simple, c'est simplement d'en parler à tous les intervenants au fur et à mesure du parcours, parce que tous connaissent les solutions et tous ont du mal à aborder le sujet, je pense. Mais tous connaissent les solutions aujourd'hui. Et la place du partenaire? Très compliqué d'y répondre. C'est très parce qu'on dit toujours que c'est évidemment la patiente qui souffre le plus du cancer, c'est certain, mais c'est très difficile pour l'entourage aussi. Très difficile de savoir comment se comporter, quel rôle adopter. Je pense qu'il faut leur proposer une prise en charge à eux aussi. De toute façon, les consultations sexo, on leur conseille souvent en couple. Voilà. C'est vrai que, mais une fois sur deux, je dirais qu'on n'a pas le partenaire avec nous en consultation. Merci beaucoup pour ton intervention. Je crois que c'est l'heure qu'on passe à la session suivante. Alors juste, on tenait à remercier les laboratoires Procare, Distri Laser et Vivaci d'avoir permis cette première session. On vous donne aussi rendez-vous pour le prochain webinaire AIUS le 17 juin qui traitera des actualités en oncosexualité. Et on va laisser la place sur une intervention de 19h à 20h sur la contraception. Merci beaucoup, Magali et Brice, pour votre intervention. Merci à toi.